Cette maison reviendra à ta sœur, a dit mon père. Il n'a pas crié. Il n'a pas frappé du poing sur la table en chêne massif que j'avais moi-même verni l'été dernier. Il a dit avec la même banalité effrayante que s'il me demandait de lui passer la corbeille de pain ou le sel. J'ai senti le sang se retirer brutalement de mon visage, mes mains devenir instantanément glacées, comme si on venait de m'injecter de l'eau froide dans les veines. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai regardé ma sœur, Soline, sourire en caressant le pied de son verre de vin rouge, un grand cru que j'avais acheté, puis j'ai regardé ma mère qui évitait soigneusement mes yeux en fixant son assiette de rôti de poulet comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Il pensait que j'allais accepter, comme toujours. Il pensait que j'étais le pilier inébranlable, la fille pratique, celle qui ne se plaint jamais. Mais à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas avec un fracas, mais avec un déclic silencieux, définitif et terrifiant. J'ai hoché la tête, j'ai souri, et j'ai commencé, dans le secret de mes pensées, à planifier la destruction méthodique de leur petit monde parfait. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré ma sortie spectaculaire et la chute de ma propre famille, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter. Je suis curieuse de savoir d'où vous écoutez cette histoire en ce moment. Est-ce que vous êtes à Paris, à Lyon, à Bruxelles, à Montréal ou peut-être dans un petit village perdu comme le mien? Et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le-moi maintenant dans les commentaires, j'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent et imaginer vos visages aux quatre coins du monde. Je m'appelle Isandre, j'ai 29 ans, et voici comment j'ai fait payer à ma famille le prix fort de leur ingratitude. C'était un dimanche midi de novembre, gris et pluvieux, typique de notre région de Normandie. La pluie battait contre les carreaux des fenêtres à double vitrage que j'avais fait installer il y a 2 ans pour réduire la facture de chauffage. L'odeur du poulet rôti aux herbes et des pommes de terre au four remplissait la salle à manger de cette vieille longère. C'était une odeur qui aurait dû évoquer le confort, la sécurité, l'amour familial. Pour moi, elle a désormais l'odeur de la trahison. Mon père, Hubert, était assis en bout de table, l'air solennel, ajustant sa serviette dans son col de chemise. Ma mère, Bernadette, s'affairait nerveusement, se levant sans cesse pour aller chercher de l'eau, du pain, de la moutarde, comme pour fuir la tension palpable. Et puis il y avait Soline. Ma sœur aînée de 2 ans. L'enfant prodige. L'enfant roi. Elle venait de revenir vivre à la maison après son 2e divorce houleux et la faillite retentissante de son entreprise de coaching de vie holistique. Elle était là, resplendissante malgré ses échecs, drapée dans un châle en cachemire, monopolisant la conversation depuis 1 heure. Elle se plaignait de l'exiguïté de son ancienne vie à Nice, de la cruauté du monde envers les âmes sensibles et artistiques comme elle, et de son besoin vital, presque biologique, d'un espace pour se reconnecter à son moi intérieur. « Tu comprends, Isandre, disait-elle en pointant sa fourchette vers moi, j'ai besoin de racines. J'ai besoin de cette maison pour lancer mon studio de yoga en ligne. Toi, tu es toujours derrière tes ordinateurs, tu pourrais vivre n'importe où, dans un placard ou un hôtel, ça ne changerait rien pour toi. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai continué à couper ma viande avec une précision chirurgicale. Je sentais la colère monter, non pas comme une explosion, mais comme une marée noire, lente et toxique. C'est là que mon père a posé ses couverts, s'est raclé la gorge bruyamment et a prononcé la sentence qui allait tout changer. « Nous avons discuté longuement avec ta mère hier soir », a commencé Hubert, sans me regarder dans les yeux. Soline traverse une période extrêmement difficile. Elle a besoin de sécurité, de stabilité. Toi, Isandre, tu es forte. Tu as ta carrière de traductrice technique, tes clients internationaux, tes revenus confortables. Tu es indépendante, tu l'as toujours été. C'est pourquoi nous avons décidé de faire la donation de la maison à Soline. Maintenant. Pour qu'elle se sente enfin chez elle. Le temps s'est arrêté. J'ai regardé les poutres apparentes au plafond, celles que j'avais traitées moi-même contre les termites l'été dernier, respirant la poussière et les produits chimiques pendant 3 jours. J'ai pensé à la toiture en ardoise que j'avais fini de payer le mois précédent, un chèque de 15 000 € qui avait vidé mes économies de l'année. La donation ? Ai-je demandé, ma voix étrangement calme, presque détachée. Et le crédit ? Il reste encore 120 000 € à payer sur les travaux de rénovation et l'hypothèque. Qui va payer les 1 800 € par mois ? Mon père a balayé ma question d'un geste de la main agacée, comme on chasse une mouche gênante qui gâche un beau moment. Nous sommes une famille, Isandre. Ne sois pas mesquine avec des chiffres. Tu continueras à verser ta part sur le compte joint, comme un loyer.
Considère cela comme une aide à ta sœur, un investissement dans son bonheur. Elle ne peut pas assumer une telle charge financière pour l'instant, tu le sais bien. Quand elle ira mieux, quand son business décollera, on verra. Ma mère a enfin levé les yeux, le regard implorant, humide de larmes prêtes à couler. C'est pour l'équilibre de la famille, ma chérie. Soline est si fragile en ce moment. Elle a besoin de ce geste. Toi, tu t'en sors toujours, tu rebondis toujours. J'ai regardé Soline. Elle ne semblait même pas reconnaissante. Elle ne semblait pas réaliser l'énormité de ce qu'on lui offrait. Elle avait cet air suffisant, ce petit sourire en coin victorieux qui disait c'est normal. Tout me revient de droit. Elle caressait son chien, un petit lévrier italien nerveux qui tremblait sur ses genoux, et m'a lancé avec une fausse douceur merci de comprendre, Isandre. De toute façon, tu n'as pas vraiment de goût pour la décoration d'intérieur. C'est un peu trop froid ici. Je vais enfin pouvoir donner une âme à cet endroit. Une âme. Elle parlait d'âme alors que c'était mon argent, gagné à la sueur de mon front, qui avait payé les murs qui nous abritaient du vent, l'isolation qui nous gardait au chaud, et la nourriture dans son assiette. J'aurais pu hurler. J'aurais pu renverser la table, sortir mon téléphone et leur montrer les relevés bancaires, crier que je payais tout depuis 3 ans, l'électricité, le chauffage, les taxes foncières, l'épicerie, et même l'abonnement internet très haut débit qu'elle utilisait pour poster ses selfies filtrés. Mais je savais que cela ne servirait à rien. Dans cette famille, l'émotion de Soline était la seule réalité qui comptait. Ma logique, mes faits, mes sacrifices n'étaient que des bruits de fond désagréables. Alors, j'ai pris une gorgée d'eau pour faire passer la boule dans ma gorge. J'ai avalé ma rage avec le morceau de poulet qui avait soudain le goût de la cendre froide. D'accord, ai-je dit doucement. Si c'est ce que vous pensez être juste. Si c'est votre décision finale. Ils ont tous soupiré de soulagement, un soupir collectif qui a semblé vider la pièce de tout oxygène. Papa a repris son vin avec entrain, maman a souri timidement, et Soline a commencé à parler avec excitation de la couleur terracotta qu'elle voulait absolument pour les murs de mon bureau actuel. Ils n'ont pas vu mes mains sous la table, crispées sur mes cuisses. Ils n'ont pas vu que je venais de déverrouiller mon téléphone discrètement. Ils n'ont pas vu que j'avais ouvert l'application de ma banque. Ils pensaient avoir gagné. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer leur arrêt de mort financier, et que le compte à rebours avait déjà commencé. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas explosé ce jour-là, pourquoi je n'ai pas fait un scandale, il faut remonter le temps. Il faut comprendre l'architecture complexe et toxique de notre famille. Je n'ai jamais été maltraitée physiquement. Je n'ai jamais manqué de nourriture. Mais j'ai grandi avec une certitude ancrée au plus profond de mes os, une vérité silencieuse qui m'accompagnait chaque jour, j'étais l'option B. L'enfant de remplacement. L'assurance vie pratique. Soline était l'aînée, la belle, la charismatique, celle qui ressemblait à ma mère jeune. Dès son plus jeune âge, elle attirait la lumière comme un aimant. Elle voulait faire du théâtre. Mes parents lui payaient des cours privés coûteux à Paris. Elle voulait faire du mannequinat. Maman l'emmenait à des castings tous les week-ends, sacrifiant son temps et son énergie. Moi? J'étais studieuse, calme, facile. J'étais celle qui faisait ses devoirs sans qu'on lui demande, celle qui ne posait pas de problème. Je me souviens avec une clarté douloureuse de mes 18 ans. J'avais travaillé tout l'été dans une conserverie de poissons, un travail harassant, les mains sentant la saumure en permanence, pour me payer mon permis de conduire. Quand je l'ai eu, mes parents m'ont félicité distraitement et m'ont dit qu'ils étaient fiers de mon autonomie. 2 ans plus tard, pour les 20 ans de Soline, alors qu'elle venait d'abandonner ses études de droit pour la 3e fois parce que c'était trop stressant, ils lui ont offert une Fiat 500 neuve, blanche nacrée, avec un énorme ruban rouge sur le capot. Elle en a besoin pour son image, avait dit ma mère en voyant mon regard. Toi, Isandre, tu as ta vieille Renault d'occasion, elle roule encore bien, non? Tu n'es pas matérialiste, toi. J'ai avalé la pilule. Comme toujours. J'ai cru que c'était ça, être adulte, accepter l'injustice en silence. Il y a 3 ans, quand mon père a fait de mauvais investissements boursiers et que la banque a menacé de saisir la maison familiale, cette même maison dont il parlait aujourd'hui, c'est moi qu'ils ont appelé en pleine nuit, en panique. Pas Soline, qui était alors mariée à un riche promoteur immobilier à Nice et vivait la grande vie sur la Côte d'Azur. Non, ils ont appelé Isandre, la fourmi, l'écureuil. J'avais des économies. Je vivais frugalement.
Je traduisais des manuels médicaux et des documents techniques arides 60 heures par semaine. J'ai accepté de reprendre le crédit à mon nom, officieusement, en virant l'argent sur leur compte chaque mois pour qu'ils gardent la face vis-à-vis des voisins et de la famille élargie. J'ai payé pour la rénovation complète de la toiture qui fuyait. J'ai payé pour l'installation de la pompe à chaleur écologique. J'ai transformé cette vieille bâtisse humide et pleine de courants d'air en un cocon confortable et moderne. J'ai investi 24 000 € de ma poche rien que l'année dernière. Sans compter les courses hebdomadaires. Sans compter les factures d'eau et d'électricité qui avaient doublé depuis le retour de Soline. Et Soline ? Elle revenait quand ça l'arrangeait, entre deux crises existentielles. Elle critiquait mes choix de carrelage qu'elle trouvait trop industriels, se moquait de mon travail de traduction qu'elle trouvait ennuyeux à mourir, sans âme, et repartait dès qu'elle s'ennuyait. Mais ce dimanche-là, c'était différent. Ce n'était plus seulement du favoritisme habituel. C'était du vol qualifié. Il me demandait de continuer à payer pour une maison qui ne serait jamais la mienne, pour financer le mode de vie d'une sœur qui me méprisait ouvertement. Il me demandait d'être le mécène silencieux de ma propre dépossession. J'étais devenu une simple ressource, un distributeur automatique de billets avec un cœur qui bat. J'ai repensé à toutes les nuits blanches passées à traduire des notices de respirateurs artificiels pour payer cette chaudière qui chauffait maintenant les pieds manucurés de Soline. J'ai senti une froideur métallique m'envahir, remplaçant la tristesse habituelle. Ce n'était pas de la dépression. C'était de la clarté. Une clarté aveuglante. Si j'étais si indépendante comme il le disait, alors j'allais l'être totalement. Radicalement. Les 3 jours qui ont suivi le dîner ont été une performance digne d'un Oscar de la meilleure actrice. J'ai continué à travailler dans mon bureau, ce bureau avec la grande fenêtre donnant sur le jardin, que Soline lorgnait déjà pour en faire sa salle de méditation et de tournage vidéo. Tu pourras déplacer tes ordinateurs au sous-sol ce week-end ? M'a-t-elle demandé le mardi matin, en entrant sans frapper, vêtue d'un kimono en soie de luxe, une tasse de thé vert à la main. J'ai besoin de la lumière du nord pour mes vidéos. C'est essentiel pour mon teint. Et puis, tes serveurs et tes disques durs font un bourdonnement horrible, ça perturbe mes chakras et mes ondes alpha. J'ai levé les yeux de mon écran. Le sous-sol était une cave semi-aménagée, humide, sombre, froide et infestée d'araignées. C'était là qu'on entassait les vieux cartons et les conserves. C'était un endroit pour les choses qu'on veut oublier, pas pour un être humain. Bien sûr, Soline, ai-je répondu avec un sourire doux, presque mielleux. Je comprends tout à fait. Je vais tout libérer. Tu auras tout l'espace que tu veux pour tes énergies. Elle a semblé surprise de ma docilité inhabituelle, puis immédiatement satisfaite. Super. Papa a dit qu'on irait chez le notaire le mois prochain pour officialiser les papiers de la donation. D'ici là, essaie de ne pas trop encombrer les parties communes avec tes dossiers et tes câbles. Ça fait désordre. Dès qu'elle est sortie, j'ai recommencé à taper sur mon clavier. Mais je ne traduisais pas. Je n'étais pas en train de travailler pour mes clients. Je réservais un camion de déménagement grand volume pour le samedi suivant. Je signais électroniquement le bail d'un magnifique appartement en duplex à Rouen, à 2 heures de route de là. J'avais repéré cet endroit depuis des mois, un rêve secret que je m'interdisais pour aider la famille, pour garder de l'argent au cas où la chaudière lâcherait encore. Plus maintenant. Ce duplex était cher, lumineux, et surtout, il était à moi. La nuit, quand tout le monde dormait et que la maison résonnait des ronflements de mon père, je commençais mon opération terre brûlée. Je n'ai pas seulement fait mes valises de vêtements. J'ai fait l'inventaire méticuleux de tout ce qui m'appartenait légalement. Facture à l'appui, classée dans un dossier numérique sécurisé. Le frigo américain à double porte dans la cuisine ? À moi. Payé 1 200 € il y a 2 ans. La machine à laver et le sèche-linge dernier cri dans la buanderie ? À moi. Le téléviseur 4K de 65 pouces du salon ? À moi. Les routeurs Wi-Fi mesh qui couvraient toute la grande maison et permettaient à Soline de streamer ses vidéos depuis son lit ? À moi. Même la machine à café en grains automatique dont mon père ne pouvait plus se passer le matin ? C'était mon cadeau de Noël pour moi-même, en réalité, puisque c'est moi qui l'utilisais et achetais le café de spécialité. J'ai contacté ma banque en ligne. J'ai révoqué tous les prélèvements automatiques liés à l'adresse de mes parents. EDF, service des eaux, Internet, assurance habitation et surtout,
Le virement permanent de 2000 € vers le compte joint de mes parents qui partait le 3 de chaque mois. J'ai vu la ligne disparaître de mon écran, et j'ai ressenti un poids s'envoler de mes épaules. Le jeudi soir, ma mère m'a vu emballer des livres dans le couloir. « Tu fais du tri ?» a-t-elle demandé innocemment, un panier de linge sale à la main. « Oui, maman. Je fais de la place pour Soline. Comme vous l'avez demandé. Je ne veux pas que mes affaires gênent son épanouissement. » Elle m'a caressé l'épaule avec une tendresse maladroite. « C'est bien, Isandre. Je savais que tu comprendrais. Tu es une bonne fille. Tu as toujours été raisonnable. Une bonne fille. » Ces mots me donnaient envie de vomir. J'étais une bonne fille tant que j'étais utile. Tant que je payais. Tant que je me taisais. J'étais l'idiote utile de cette famille. Le vendredi, j'ai démonté mon bureau. J'ai débranché mes serveurs, enroulé les câbles avec soin. J'ai soigneusement emballé mon matériel informatique, mes écrans, mes claviers ergonomiques. Soline passait dans le couloir, chantonnant, sans même proposer de m'aider à porter les cartons lourds qui me sciaient les doigts. « Oh, ça fait vite tout à coup », a-t-elle commenté en voyant les murs nus où il y avait mes étagères la veille. Tant mieux, l'énergie circulera mieux sans tout ce fatras technologique. C'est plus feng shui. Oui, ai-je murmuré pour moi-même en fermant le dernier carton. L'énergie va circuler très différemment à partir de maintenant. Tu n'as pas idée à quel point. Le destin, ou peut-être mon subconscient calculateur, avait bien fait les choses. Ce samedi-là, mes parents et Soline étaient invités à un grand mariage familial, celui d'une cousine éloignée, à 1 heure de route. J'avais prétexté une urgence professionnelle, un dossier complexe à livrer avant lundi, pour ne pas y aller. Quel dommage, avait dit Soline en s'admirant dans le miroir de l'entrée, ajustant sa robe de cocktail hors de prix qu'elle avait probablement payée avec la carte de crédit de papa. Il y aura du beau monde. Peut-être des hommes célibataires intéressants. Tu vas encore rester cloîtrée comme une vieille fille aigrie. C'est ton choix, après tout. Amusez-vous bien, leur ai-je dit sur le pas de la porte en agitant la main. Profitez de la fête. Vraiment. Buvez du champagne pour moi. À 10 heures précises, leur voiture a disparu au tournant de l'allée Gravillonnée. Le silence est retombé sur la maison. À 10h15, le gros camion de déménagement est arrivé. J'avais engagé 3 déménageurs professionnels. Je n'avais pas de temps à perdre. Je leur ai donné le plan de bataille. On prend tout ce qui a une étiquette verte. Tout. Sans exception. Et on fait vite. C'était un balai rapide et efficace. J'ai regardé ma vie être empaquetée. Le canapé en cuir italien du salon? Parti. Il ne restait plus que les vieux fauteuils mités et défoncés de mes parents qu'on avait stockés au garage. La table à manger en chêne massif? Parti. L'électroménager de la cuisine? Parti. J'ai laissé un vieux frigo bruyant et jauni qui traînait dans la buanderie, vide, et une vieille gazinière encrassée. Les rideaux occultants thermiques que j'avais fait faire sur mesure? Parti. Les luminaires design? Parti. Et bien sûr, tout mon équipement de bureau, ma raison de vivre et de gagner de l'argent. À 13h, la maison résonnait d'un écho vide et sinistre. Elle était devenue une coquille vide. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était avant que je n'y injecte mon argent et ma vie, une vieille bâtisse froide, un peu triste, sans âme. J'ai fait un dernier tour de propriétaire. J'ai marché dans les pièces vides, écoutant le craquement du parquet. J'ai récupéré mon chat, Orion, qui m'attendait sagement dans sa caisse de transport. J'ai coupé le boîtier fibre optique dans le garage. J'ai dévissé et récupéré le modem satellite sur le toit. Avant de fermer la porte à clé pour la dernière fois, je suis allé dans la cuisine. Sur la table pliante en plastique de camping que j'avais remontée de la cave pour ne pas laisser la pièce totalement vide, j'ai posé une enveloppe blanche. Pas de lettres larmoyantes. Pas d'explication sentimentale de 3 pages. Juste des faits, bruts et incontestables. À l'intérieur, il y avait un classeur fin. Première page, en gros caractères. Mode d'emploi DE votre nouvelle VIE. En dessous, la liste détaillée des dépenses mensuelles que je couvrais, ligne par ligne. Crédit immobilier, 1200 €. Prêt travaux rénovation, 600 €. Électricité et chauffage, 350 € moyenne lissée sur l'année.
Internet, téléphone, abonnement streaming, 80 €. Courses alimentaires et produits ménagers, 600 €. Assurance diverses maisons et véhicules, 150 €. Total, 2 980 € par mois. En bas de la page, j'avais écrit en rouge, d'une écriture ferme. Puisque la maison appartient à Soline, les factures appartiennent aussi à Soline. C'est la règle. Félicitations pour ton acquisition, ma sœur. Je vous laisse l'autonomie que vous m'avez tant vantée. Adieu. J'ai collé le double des clés sur l'enveloppe avec du scotch. Je suis montée dans ma voiture, j'ai suivi le camion de déménagement, et je n'ai pas regardé une seule fois dans le rétroviseur. Le trajet vers Rouen a été le plus léger de ma vie. Je ne ressentais aucune culpabilité. Aucune tristesse. Juste une immense bouffée d'oxygène, comme si je respirais vraiment pour la première fois depuis des années. J'étais libre. Mon nouvel appartement à Rouen était un rêve éveillé. Situé au dernier étage d'un immeuble ancien rénové, avec vue sur les toits de la ville et la Seine au loin. Lumineux, moderne et surtout, silencieux. Personne pour critiquer ma façon de m'habiller. Personne pour me demander de jeter un œil à l'imprimante qui ne marche pas parce qu'elle n'est pas branchée. Personne pour me faire sentir que je prenais trop de place dans ma propre existence. J'ai passé le dimanche à déballer mes affaires calmement, un verre de vin blanc à la main, avec de la musique jazz douce en fond sonore. Orion, mon chat, explorait son nouveau royaume avec curiosité. Vers 19 h, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table basse. Maman. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran s'illuminer, puis s'éteindre. Papa. Je n'ai pas répondu. Soline. Je n'ai pas répondu. J'avais mis leur numéro en mode ne pas déranger. Je voyais les notifications s'accumuler sur l'écran verrouillé, mais mon téléphone restait parfaitement silencieux. C'était un sentiment de puissance absolue, grisant. Pour la première fois, je contrôlais l'accès à ma vie. Les messages vocaux ont commencé à arriver, transcrits automatiquement par mon téléphone. D'abord, la confusion totale. Maman, Isandre. On est rentré du mariage. C'était charmant. Mais où es-tu? Pourquoi il n'y a plus de meubles dans le salon? On ne comprend pas, rappelle-nous vite. Puis, la panique a commencé à s'installer. Soline, c'est quoi ce délire? Où est la télé? Et pourquoi le Wi-Fi ne marche pas? J'ai un live prévu à 20 h avec ma communauté. Tu es complètement malade. Ramène tout de suite mes affaires. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Tes affaires? J'ai ri toute seule dans mon salon, un rire franc et libérateur. Elle pensait vraiment que le monde entier lui appartenait. Puis, la colère paternelle. Papa, Isandre, c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Tu as emporté le frigo américain? Toute la nourriture est par terre. Tu es irresponsable. Tu agis comme une enfant gâtée. Reviens ici immédiatement et remets tout en place. On va discuter sérieusement de ton comportement. Je n'ai pas bougé. J'ai commandé des sushis de luxe. J'ai pris un bain chaud avec beaucoup de mousse. J'ai dormi comme un bébé. Le lundi matin, j'ai reçu un email de Soline. Objet, urgence absolue. Le corps du mail était écrit en majuscules, sans ponctuation, comme un cri écrit. Tu es une égoïste. Comment tu as pu nous faire ça? Maman pleure depuis hier soir. Papa est furieux et a de l'attention. Et moi je ne peux pas travailler sans Internet. Tu sais que mon business repose sur ma connexion. Tu sabotes ma carrière par jalousie pure. Si tu ne reviens pas dans les 24 heures, je porte plainte pour vol domestique. J'ai répondu par une seule ligne, calme et professionnelle, avec en pièce jointe un dossier IP contenant les factures de tout le matériel emporté, toutes, sans exception, à mon nom propre, chère Soline, ci-joint les preuves de propriété de chaque objet retiré de la maison. Tout ce qui reste dans cette maison maintenant est légalement à vous. Profitez de votre espace et de vos murs vides. Cordialement, Isandre. Puis, j'ai bloqué son adresse email. J'ai créé une règle pour que tous les mails venant de mes parents aillent directement dans la corbeille. La semaine s'est écoulée dans un calme olympien pour moi. Ils ont essayé d'appeler mes amis, qui avaient pour consigne stricte de dire qu'ils ne savaient rien et de raccrocher.
Ils ont même appelé mon employeur, une agence de traduction basée à Paris, mais la secrétaire, prévenue par mes soins, a refusé de me passer l'appel, prétextant que je n'étais pas disponible et qu'il s'agissait d'une ligne professionnelle. Ils découvraient peu à peu l'ampleur du désastre logistique. Sans moi, la maison n'était pas un foyer, c'était une coquille coûteuse, complexe et dysfonctionnelle. Ils ne savaient pas comment relancer la chaudière. Ils ne savaient pas où était le disjoncteur principal. Mais le pire restait à venir. Nous étions fin du mois. Le 5 du mois suivant approchait à grands pas. Le jour du prélèvement bancaire fatidique. Le 5 du mois est arrivé un vendredi. C'était le jour sacré où, depuis 3 ans sans faute, la banque prélevait automatiquement les échéances du prêt immobilier sur le compte joint de mes parents. Un compte que j'approvisionnais fidèlement, religieusement, le 3 de chaque mois par virement instantané. Cette fois, le solde était proche de 0. Voire négatif. À 10h30, mon téléphone a vibré. C'était papa. Il avait laissé 3 messages en 2 minutes, puis 5 appels en absence. J'ai décidé de décrocher, juste pour entendre. Juste pour ce moment de vérité. Allô ? Ai-je dit, d'une voix neutre, professionnelle. Isandre. A hurlé mon père. Je n'avais jamais entendu sa voix monter aussi haut. Elle tremblait, un mélange instable de fureur pure et de terreur viscérale. La banque vient d'appeler. Le directeur de l'agence. Le prélèvement du crédit a été rejeté. Ils disent qu'il n'y a pas de provision. Tu as oublié de faire le virement. C'est une erreur gravissime. Fais-le tout de suite, on va avoir des pénalités énormes. J'ai pris une longue inspiration, savourant l'air calme de mon appartement. Je n'ai rien oublié, papa. Absolument rien. Tu te souviens du dîner ? Tes mots exacts ? La maison est à Soline. C'est sa sécurité. Donc, les dettes sont à Soline. Je ne paie pas pour une maison qui ne m'appartient pas. C'est logique, non ? Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Un silence lourd, épais. Mais tu avais dit d'accord. Tu avais hoché la tête. On pensait que tu avais accepté. J'ai dit que j'acceptais votre décision. Et j'en ai tiré les conséquences logiques. Vous avez choisi l'héritière, vous avez choisi la payeuse. C'est la même personne maintenant. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai entendu ma mère pleurer en arrière-plan, des sanglots bruyants. Mais Soline n'a pas d'argent. Elle ne peut pas payer 1800 €. Elle commence à peine. Alors peut-être qu'elle devrait vendre la maison, ai-je suggéré froidement. C'est ce qu'on fait quand on ne peut pas se payer un luxe. Soudain, la voix de Soline a déchiré le combiné. Elle avait dû arracher le téléphone des mains de mon père. Espèce de salope. A-t-elle crié, sa voix déformée par la haine. Tu veux me détruire. Tu sais très bien que je lance mon activité. Je ne peux pas payer ça. Tu as des économies, toi. Tu es riche. C'est ton devoir d'aider ta famille. Tu es la sœur, tu dois partager. Mon devoir ? Ma voix est devenue tranchante comme une lame de rasoir, froide comme l'acier. Mon devoir s'est arrêté quand vous m'avez dit, en face, que je n'étais qu'une locataire tolérée dans la maison que je payais intégralement. Tu voulais être la propriétaire, Soline ? Tu voulais des racines ? Bienvenue dans la réalité des adultes. La propriété, ce n'est pas juste choisir la couleur des rideaux ou faire du yoga dans le salon. C'est payer les traites tous les mois. On va perdre la maison. A gémi mon père, reprenant le téléphone. Ils vont saisir la maison si on ne paie pas. C'est possible, ai-je répondu sans aucune émotion. C'est dommage. C'était une belle maison. Bonne chance avec la banque. Et j'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone complètement. Mes mains tremblaient un peu, mais pas de peur. D'adrénaline. Je venais de couper le cordon ombilical empoisonné qui m'étouffait depuis toujours. Avant de poursuivre, je dois vous poser une question cruciale. Si vous aviez été à ma place, à cet instant précis où votre père vous supplie au téléphone, auriez-vous craqué ? Auriez-vous fait le virement pour sauver la maison familiale ? Ou auriez-vous tenu bon comme moi ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait,
Sauver ou laisser tomber? Je lirai vos réponses. Les mois suivants ont été une lente descente aux enfers pour eux, un spectacle tragique que j'observais de loin. L'automne a laissé place à un hiver précoce et particulièrement rigoureux en Normandie cette année-là. Le vent soufflait en rafales, la pluie était glaciale. J'avais appris par une tante éloignée, qui jouait les agents doubles, que la situation à la maison était catastrophique. Sans mon argent, ils avaient dû faire des choix drastiques. Ils avaient payé le retard de crédit et les pénalités en vendant les bijoux de famille de ma mère et quelques meubles anciens de valeur, mais ils n'avaient plus rien pour le reste. Les comptes étaient à sec. La chaudière, cette vieille bête capricieuse des années 90 que je savais cajoler et régler, est tombée en panne mi-novembre. Avant, j'aurais appelé le chauffagiste que je connaissais bien, il serait venu tout de suite car je payais toujours comptant, et j'aurais réglé la facture de 400 € pour la pièce de rechange sans sourciller. Là, ils ont dû appeler un inconnu trouvé dans l'annuaire. Il a vu l'urgence, il a demandé un acompte important. Il n'avait pas l'argent. Il est reparti. Résultat, il vivait dans une maison à 12 degrés. Je suivais la débâcle via les réseaux sociaux de Soline, que je consultais via un faux compte anonyme. Au début, elle essayait de faire bonne figure, de garder la face. Elle postait des photos d'elle emmitouflée dans des gros pulls en laine islandaise avec la légende « Ambiance hig et cocooning, retour à l'essentiel, sobriété heureuse # simple life ». Mais très vite, le masque a craqué. La réalité l'a rattrapée. Une story Instagram où elle pleurait, le nez rouge, les yeux cernés. C'est inhumain de vivre comme ça. J'ai attrapé la grippe. Les énergies sont trop négatives ici, ça bloque ma créativité. Je ne peux pas guérir les autres si je suis malade moi-même. On voyait derrière elle, dans le coin de l'image, le papier peint qui se décollait à cause de l'humidité qui envahissait les murs non chauffés. La maison, sans chauffage constant, se dégradait à vue d'œil, comme un organisme vivant qui meurt. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro fixe inconnu. C'était un voisin, Monsieur Martin, un agriculteur à la retraite. Isandre, c'est Monsieur Martin. Écoute, je ne veux pas me mêler de vos histoires de famille, mais j'ai vu ton père essayer de couper du bois mouillé dans le jardin hier sous la pluie. Il a l'air très fatigué, il a beaucoup maigri. Et ta mère, elle est venue me voir pour me demander si j'avais des œufs à lui prêter. Est-ce que tu sais ce qui se passe? On s'inquiète au village. J'ai senti une pointe de douleur au cœur. Une morsure vive. Ce sont mes parents, après tout. Je les ai aimés. Mais je me suis souvenu de leur visage au dîner. De leur indifférence totale à mon sort. De leur trahison. Ils sont adultes, Monsieur Martin, ai-je répondu fermement. Ils ont fait des choix financiers et immobiliers. Ils ont une fille à la maison pour les aider, non? Soline est là. Elle est jeune, elle est en bonne santé. Soline? Il a renâclé avec mépris. On ne la voit jamais mettre le nez dehors. Sauf quand le livreur Amazon passe. Apparemment, elle a encore de l'argent pour recevoir des colis de vêtements, ça oui. Mais pour aider son père à rentrer le bois, il n'y a personne. C'était la goutte d'eau. Soline continuait à dépenser le peu d'argent qui restait ou qu'elle empruntait en babiole et en apparence, pendant que nos parents mendiaient des œufs aux voisins. Elle les vampirisait jusqu'à la moelle. C'est tante Clarisse qui a tout fait basculer. Clarisse est la sœur cadette de ma mère, la rebelle de la famille, celle qui a voyagé, qui n'a jamais aimé Soline et ses manières de princesse, et qui a toujours eu un faible pour moi. Elle vivait au Canada depuis 10 ans et venait de rentrer en France pour les fêtes de fin d'année. Elle est passée les voir à l'improviste un mardi après-midi et m'a appelé immédiatement après, depuis sa voiture, la voix tremblante de rage. Isandre, c'est un taudis. A-t-elle crié dans le téléphone. Il fait un froid de canard là-dedans, on voit sa propre respiration. Ta mère porte 3 gilets et des mitaines à l'intérieur. Ton père est assis devant la cheminée vide, le regard vide. Et Soline? Tu sais où elle était? Elle était dans sa chambre, avec un chauffage d'appoint électrique à fond, en train de se filmer pour TikTok. Il faisait 25 degrés dans sa chambre alors que tes parents gèlent. J'ai failli la gifler. J'ai dû me retenir physiquement. Je suis restée silencieuse, imaginant la scène. Mais ce n'est pas le pire, a continué Clarisse, sa voix baissant d'un ton, devenant conspiratrice. J'ai eu une discussion avec ton père dans la cuisine. Je l'ai secoué. Il était à bout de nerfs.
Il a craqué. Il m'a avoué quelque chose, Isandre. Quelque chose de grave. De très grave. Mon cœur s'est serré. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais l'argent que mamie avait laissé à sa mort il y a 5 ans? Les 30 000 euros? Oui, bien sûr. Maman a dit qu'ils avaient servi à payer les obsèques, les frais de notaire et de succession. Qu'il ne restait rien. C'est un mensonge, a lâché Clarisse. Un pur mensonge. Il y avait une clause spécifique dans le testament. Mamie voulait que cet argent te revienne. À toi personnellement. Pour tes études ou ton premier achat immobilier. Elle savait que tu étais la sérieuse. Tes parents ont oublié de te le dire. Ils ont intercepté le courrier. Ils ont utilisé cet argent il y a 5 ans pour payer les dettes de jeu et les crédits à la consommation de l'ex-mari de Soline. Pour éviter le scandale. Pour sauver l'image de Soline. C'est ton argent, Isandre. Ils t'ont volé. J'ai dû m'asseoir sur mon canapé. Le monde a tangué autour de moi. Non seulement je payais pour eux depuis des années, non seulement j'avais sacrifié ma jeunesse pour cette maison, mais ils m'avaient volé. Ils avaient volé mon héritage, le cadeau de ma grand-mère adorée, pour couvrir les échecs et les vices du mari de Soline. C'était la trahison ultime. Ce n'était plus de la négligence ou du favoritisme, c'était de la malveillance active. C'était criminel. Merci, Clarisse, ai-je murmuré, les larmes aux yeux pour la première fois. Merci de m'avoir dit la vérité. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Je sais quoi faire. J'ai raccroché et j'ai appelé Maître Vernier, le notaire de la famille depuis toujours. Il était temps de passer à l'offensive finale. Il était temps de sortir les armes lourdes. J'ai convoqué une réunion de famille officielle chez le notaire. J'ai payé les billets de train de mes parents pour qu'ils viennent jusqu'à la ville voisine. Ils sont arrivés, l'air hagard, vieillis de 10 ans en quelques mois. Soline était là aussi, boudeuse, les bras croisés, mais on sentait une inquiétude dans son regard fuyant. Dans le bureau feutré de Maître Vernier, avec ses murs tapissés de livres de droit et son odeur de vieux papier et de cire, j'ai posé un dossier épais sur la table en acajou. Le bruit sourd du dossier a fait sursauter ma mère. Nous sommes ici pour régler la situation une fois pour toutes, ai-je commencé, ma voix ne tremblant pas. Tu vas revenir? A demandé maman, pleine d'espoir, ses yeux brillants d'une lueur désespérée. Tu vas reprendre les paiements? On n'en peut plus, Isandre. On a compris la leçon. Reviens. Non. Je ne reviendrai jamais. Je suis ici pour récupérer ce qui est à moi. J'ai ouvert le dossier. Voici les preuves des 30 000 euros détournés de l'héritage de grand-mère. J'ai la copie du testament original que tante Clarisse m'a fourni et que Maître Vernier a retrouvé dans ses archives. C'est du détournement de fonds, de l'abus de confiance. Je pourrais porter plainte au pénal dès demain matin. Vous risquez la prison avec sursis et de lourdes amendes. Mes parents ont blêmi. Mon père a baissé la tête, honteux. Soline a ouvert la bouche pour protester, pour dire que c'était du passé, mais je l'ai coupé d'un regard glacial. Et voici le total des sommes que j'ai investies dans la maison depuis 3 ans. Travaux de toiture, isolation, électricité, crédit, facture. J'ai toutes les traces bancaires. Cela s'élève à 65 000 euros. Plus les 30 000 volés avec les intérêts légaux. Vous me devez près de 100 000 euros. C'est une dette claire. On n'a pas cet argent. A pleurnichait Soline, sa voix montant dans les aigus. On est ruiné. Tu le sais très bien. Je sais. C'est pourquoi il n'y a que 2 solutions aujourd'hui. Pas 3. 2. J'ai levé 2 doigts. Option 1, vous vendez la maison immédiatement. Vous signez le mandat de vente aujourd'hui. Vous me remboursez ma part sur le produit de la vente. Le reste, vous le gardez pour vous loger ailleurs, dans quelque chose de plus petit. Option 2, je vous attaque en justice pour recel d'héritage, enrichissement sans cause et abus de faiblesse. La maison sera saisie par la justice, vendue aux enchères publiques à un prix dérisoire, et vous finirez à la rue avec rien. 0. Et tout le monde saura ce que vous avez fait. Le silence dans la pièce était assourdissant, lourd, oppressant. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge ancienne au mur. Tu nous mettrais dehors?
a murmuré mon père, incrédule. Sa propre fille? Vous m'avez mise dehors, ai-je rectifié sèchement. Vous m'avez dit que cette maison n'était pas la mienne. Je ne fais que suivre votre logique implacable. C'est du business, papa. Comme tu disais. Soline s'est levée d'un bond, faisant tomber sa chaise, le visage rouge de rage. Tu es un monstre. Une psychopathe. Tu profites de notre faiblesse. Tu veux nous voir à terre. Non, Soline. Je cesse juste d'être votre victime. Je reprends le pouvoir. Choisis maintenant. Vendre ou le procès? Tu as 1 minute. C'est là, dans ce bureau de notaire, que le masque est tombé. Le vrai visage de Soline est apparu, hideux, égoïste, effrayant. Acculée, sentant que son confort allait disparaître, elle s'est tournée vers nos parents, non pas pour les soutenir, mais pour les attaquer. Ne l'écoutez pas. A-t-elle hurlé. On ne vend pas. C'est ma maison. Vous me l'avez donnée. Papa, fais quelque chose. Sois un homme pour une fois. Emprunte de l'argent à tes amis du club de bridge. Vends ta collection de montres anciennes. Maman, vends le reste de tes bijoux. On ne peut pas me laisser sans maison. J'ai besoin de cette adresse pour mon image sur les réseaux. Je ne peux pas retourner en appartement. Mes parents l'ont regardée, choqués, pétrifiés. Pour la première fois de leur vie, ils entendaient vraiment ce qu'elle disait. Ils voyaient vraiment qui elle était. Elle ne se souciait pas d'eux. Elle ne se souciait pas de leur ruine, de leur santé ou de leur honte. Elle ne voulait que préserver son image, son décor de théâtre. On a déjà tout vendu, Soline, a dit ma mère d'une voix faible, brisée. Il n'y a plus rien. On a vendu les bagues, l'argenterie. Tout. Pour payer tes chauffages d'appoint. Alors débrouillez-vous. A hurlé Soline, perdant tout contrôle. Vous êtes des parents inutiles. Des ratés. Vous avez toujours préféré Isandre au fond, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle réussit. Moi, vous m'avez raté. Si je perds cette maison, je ne vous parlerai plus jamais. Je partirai et vous ne me verrez plus. Vous finirez seul dans un mouroir. C'était le coup de grâce. Le chantage affectif ultime. La phrase de trop. Mon père s'est levé lentement, péniblement, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il a regardé sa fille adorée, celle pour qui il avait tout sacrifié, celle pour qui il m'avait trahi et volé. Et il a vu le vide dans ses yeux. Il a vu l'absence d'amour. Il a vu un parasite. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais aussi d'une nouvelle forme de respect, ou peut-être de crainte. Il a vu la femme que j'étais devenue, celle qu'il avait sous-estimée. Maître Vernier, a dit mon père d'une voix rauque, brisée mais résolue. Préparez le mandat de vente. On vend la maison. Tout de suite. Soline a poussé un cri hystérique, un hurlement d'enfant gâté à qui on retire son jouet, et est sortie du bureau en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Personne ne l'a retenue. Personne n'a couru après elle. La maison a été vendue 3 mois plus tard. Le marché était bon, heureusement, car la maison avait du cachet malgré les récents dégâts dus à l'humidité. Une fois le crédit bancaire remboursé intégralement, il restait une somme conséquente. Le notaire a fait les comptes. J'ai récupéré mes 100 000 euros. Pas un centime de moins. C'était la justice, froide et mathématique. Le reste a été partagé entre mes parents. Soline n'a rien eu. Absolument rien. Car la maison n'avait techniquement jamais été mise à son nom officiellement, les papiers de donation n'ayant jamais été signés à cause des frais de notaire qu'il ne pouvait pas payer à l'époque. L'ironie du sort était délicieuse. Avec leur part, mes parents ont acheté un petit appartement de 2 pièces en ville, au rez-de-chaussée, près des commerces et de l'hôpital. C'est petit, 50 mètres carrés, mais c'est chaud, bien isolé et facile à entretenir. Ils n'ont plus de dettes. Ils n'ont plus de château à entretenir. Ils vivent modestement, mais dignement. Et Soline? Sans maison gratuite et sans parents pour la financer, elle a dû faire face à la réalité brutale du monde économique. Elle a dû prendre un travail de caissière dans un supermarché local, un métier qu'elle avait toujours dénigré et moqué. Elle vit dans une colocation bruyante avec 3 étudiants.
Elle ne poste plus beaucoup sur Instagram, ou alors des photos nostalgiques. Le jour de la signature finale de la vente, sur le parking de l'étude notariale, mon père m'a retenu un instant près de ma voiture. Isandre. Il a cherché ses mots, triturant son chapeau entre ses mains. On a été aveugle. On a cru qu'aider celle qui criait le plus fort, celle qui semblait la plus faible, était la bonne chose à faire. On a oublié celle qui portait la maison sur ses épaules en silence. On t'a sacrifié. Pardonne-nous. J'ai hoché la tête lentement. Je sais, papa. J'espère que vous serez bien dans votre appartement. Prenez soin de maman. Tu viendras nous voir? A-t-il demandé, la voix tremblante d'espoir. Un jour. Peut-être. Mais pas tout de suite. J'ai besoin de temps. Beaucoup de temps. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Le lien était brisé. Peut-être réparable, mais il faudrait des années de patience et de preuves. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. 6 mois ont passé depuis la vente. Je suis maintenant propriétaire de mon appartement à Rouen. Il est à mon nom. Uniquement à mon nom. Chaque meuble, chaque livre, chaque tasse de café m'appartient. Personne ne peut me dire de partir. Personne ne peut donner ma chambre à quelqu'un d'autre parce qu'il ne le mérite plus. J'ai des nouvelles de mes parents par tante Clarisse qui passe les voir régulièrement. Ils vont bien, dans la mesure du possible. Ils sont tristes, un peu seuls, ils ont vieilli, mais ils survivent. Soline va les voir rarement, seulement quand elle a besoin de laver son linge ou de manger un repas chaud gratuit, mais ils ont appris à dire non pour l'argent. Ils ont appris à la dure que l'amour ne s'achète pas et que le favoritisme détruit tout. Quant à moi, je me sens légère. J'ai perdu ma maison d'enfance, j'ai perdu l'illusion d'une famille parfaite et aimante, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui n'a pas de prix, ma dignité. Et le respect de moi-même. J'ai appris que parfois, il faut laisser s'effondrer les choses pour que les gens réalisent qui les tenaient debout. Si vous êtes le pilier de votre famille, si vous êtes celle qui paie, qui répare, qui console, assurez-vous qu'on ne vous confond pas avec le paillasson. Assurez-vous que votre générosité n'est pas prise pour de la faiblesse. Et n'ayez jamais peur de partir si on ne vous respecte pas. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de la raconter, mais cela m'a fait du bien. Si vous aussi, vous avez déjà ressenti que vous donniez trop à des gens qui ne vous rendaient rien, ou si vous avez vécu une injustice familiale, cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir cette chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de revanche et de justice. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui a besoin de courage pour dire stop. Prenez soin de vous, protégez votre cœur et surtout, protégez votre chez vous. À bientôt.